Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on commence cette matinale. Bienvenue dans cette matinale de la recherche du DRAPS consacrée à la prévention de la récidive suicidaire avec la présentation du dispositif Vigilance par Madame Broussoulou, chargée d'expertise à Santé publique France. Cette matinale est organisée par l'IREPS Occitanie, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, dont l'objectif est de soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé des acteurs du territoire, donc aussi bien des professionnels de santé, des professionnels du secteur social ou encore du secteur éducatif. L'IREPS porte le DRAPS, le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, piloté par l'ARS Occitanie. Le DRAPS est un dispositif partenarial dont le but est de mettre en lien les chercheurs et les professionnels de terrain par le partage de connaissances, des données scientifiques et des données expérientielles. Son objectif principal est d'améliorer la qualité des pratiques en promotion de la santé et de participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Les matinales de la recherche ont pour objectif de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique, de renforcer les capacités des acteurs et de soutenir le développement des projets de recherche innovants et probants, de valoriser des projets locaux et régionaux, et aussi d'évoquer aussi bien les freins que les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle. Alors, pour présenter le dispositif Vigilance, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sandrine Broussoulou, chercheure chargée d'expertise à Santé publique France, mais également des professionnels de terrain, Madame Maïté Doula-Oliver, psychologue du dispositif Vigilance au CHU de Montpellier, et Madame Barbara Vignon, infirmière du dispositif Vigilance au CHU de Toulouse. Le soutien technique de cette matinale est assuré par Monsieur Guillaume Ress, chargé de communication à l'IREPS Occitanie. Et donc, pour ma part, je suis Claire Masson, chargée de projet à l'IREPS Occitanie pour le département de la Lozère, et j'assurerai l'animation de cette matinale. Cette matinale se déroulera en 2 temps. Une première partie d'1 heure consacrée à la présentation du dispositif Vigilance avec le témoignage d'un vigilanceur et même de 2 vigilanceurs, enfin le vigilanceur de Montpellier, mais aussi soutenu par l'expérience du vigilanceur de Toulouse. Et puis, une deuxième partie d'une demi-heure sera consacrée aux réponses aux questions des participants. Donc, tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions par écrit via le chat, en pensant bien à indiquer vos noms, prénoms, structure d'exercice et votre département. Je les poserai dans la dernière demi-heure aux intervenantes. Je tiens également à préciser qu'à l'origine, cette matinale devait avoir lieu à Mende, en Lozère, ce matin. Nous aurions été ravis de vous accueillir, mais comme vous le savez, les conditions sanitaires ne nous le permettent pas. De fait, c'est aussi une opportunité de l'ouvrir à l'ensemble des professionnels de la région Occitanie. C'est néanmoins la raison pour laquelle il y a de nombreuses personnes de Lozère parmi les participants ce matin. Pour finir, et avant de donner la parole à Sandrine Broussoulou, voici quelques éléments de contexte sur le suicide en Occitanie. Alors, en ce qui concerne le taux de mortalité par suicide pour l'année 2015, on dénombre, en région Occitanie, on dénombre environ 14 suicides pour 100 000 habitants, donc avec une tendance à la baisse depuis 2000. On constate qu'il y a de fortes disparités entre les départements. Le taux de mortalité par suicide le plus bas est observé en Haute-Garonne et le plus élevé dans le Lot. La Lozère, je fais un zoom sur la Lozère puisque cette matinale devait y avoir lieu. La Lozère a le deuxième taux le plus élevé de mortalité par suicide de la région, avec presque 22 suicides pour 100 000 habitants. En ce qui concerne la récidive suicidaire pour l'année 2017, le taux de récidive suicidaire s'élève à 9,1%, avec là aussi des variations selon les départements, entre 4 et 12%. Voilà, mais je vais laisser la parole maintenant à Sandrine Broussoulou pour vous présenter le dispositif Vigilance et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, Lune Rousselou, je suis chargée de mission à Santé publique France. Donc avant de commencer la présentation du dispositif vigilance à 2 voix, donc ce matin avec Maïté Doula-Oliver, qui est donc psychologue à Vigilance Occitanie Est, et avec l'appui de Barbara Vignon, qui est vigilanceuse dans la partie Occitanie Ouest du dispositif. Je vais juste prendre quelques instants pour présenter Santé publique France, même si cette institution ne vous est pas inconnue en ce moment, particulièrement avec l'état sanitaire que l'on connaît. Donc Santé publique France, c'est une agence nationale de santé publique qui a été créée en 2015 et qui est la réunion en fait de plusieurs agences de santé qui existaient auparavant et qui donc ont été réunies en une seule agence. Donc c'est la réunion de l'AICNVS, Institut national de veille sanitaire, hein, qui est chargé en fait de recenser les maladies, les épidémies, donc les décès. Donc là actuellement c'est chargé de la veille sanitaire. Hein. Donc là actuellement toutes les données que nous avons quotidiennement sur le nombre de patients atteints du Covid, le nombre d'hospitalisés, etc. Ce sont effectivement des données qui émanent de Santé publique France. Nous avons également réuni l'EPRUS, qui était l'établissement de réponse aux urgences sanitaires. Donc là aussi, avec l'épidémie, vous la connaissez maintenant, puisque c'est toute la gestion des stocks sanitaires, des stocks stratégiques d'État, hein, dont les fameux masques. Et puis, on avait une autre aussi agence qui était l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Moi, je suis une ex-INPES qui a plutôt des missions de prévention, de promotion de la santé, de communication et de recherche également, d'évaluation, d'où ma présence aujourd'hui, puisque c'est à ce titre en fait que Santé publique France, parce que nous avons des missions d'évaluation. La Direction générale de la santé nous a demandé d'évaluer le dispositif vigilance. Donc c'est un dispositif qui n'a pas du tout été ni créé, ni mis en place, ni instauré par Santé publique France. On n'y est pas encore complètement, s'il te plaît. C'est pas moi qui passe le diaporama, donc Pardon, je reste là si vous voulez. Voilà. Et donc voilà. Donc nous sommes juste au niveau de l'évaluation de ce dispositif. Il y a 2 évaluations qui ont été conduites et je vous en parlerai. Voilà, on peut passer au sommaire, s'il te plaît, Barbara. Merci beaucoup. Donc ce matin, on va commencer donc par une présentation contextuelle en fait du dispositif, à la fois en termes épidémiologiques, mais également en termes théoriques et conceptuels, c'est-à-dire vigilance est un dispositif de veille. Sur quoi s'appuie, quels sont les fondements théoriques de ce dispositif de veille. Puis Maïté vous présentera le dispositif beaucoup plus concrètement et pratiquement sur son fonctionnement en Occitanie Est. Et ensuite, je reprendrai la parole pour mentionner donc les 2 évaluations, une qui est terminée et une qui est actuellement en cours. Voilà. Et ensuite, nous prendrons vos questions. Alors, sur la partie de présentation épidémiologique, donc il y a une présentation qui vient de vous être faite, très contextuelle. Au niveau national, si on parle du suicide, donc le suicide, là, on est le suicide, c'est donc quand la personne est décédée. Hein. On parlera des tentatives de suicide après. Le suicide représente un peu moins de 10 000 décès par an maintenant. On est à peu près à 9 000 et quelques. Donc, je préfère garder ce chiffre rond de 10 000, mais on est un tout petit peu en dessous. Néanmoins, la France est un pays qui n'a pas de très bons chiffres concernant le suicide. Nous sommes un pays parmi les pays européens qui garde un taux de décès par suicide très élevé. Là, pour le coup, on fait partie du peloton de tête, ce n'est pas forcément une bonne chose. Même si ce taux diminue assez régulièrement depuis les années 2000, on observe cette baisse dans les autres pays européens également, donc on reste toujours dans les mauvais élèves sur cette question-là. Le suicide, donc quand les personnes décèdent, concerne plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes, et des personnes qui vont être plus âgées.
Bien entendu, vous avez tous en tête le fait que le suicide est une cause de décès extrêmement importante chez les jeunes. Cela s'explique évidemment parce que les jeunes sont une population, heureusement pour eux, en bonne santé et que par ailleurs, donc, ils ont moins de risques de décéder de maladies, de cancers, etc. Donc, la part du suicide reste importante chez eux, dans cette population. Et enfin, et ça vous l'avez vu déjà dans la présentation contextuelle locale qui vous a été faite, les disparités régionales sont importantes. Donc on voit bien que c'est un décès qui est une cause de décès qui est évitable. Sinon, on n'aurait pas forcément ces disparités. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en diminution, mais que malgré cette diminution, ça reste une, un problème de santé publique qui est important. Donc ensuite, on vient aux tentatives de suicide. Voilà, alors les tentatives de suicide, c'est ce qui va précéder le suicide, c'est-à-dire c'est le geste suicidaire qui n'aboutit pas, la personne ne décède pas. Voilà. Donc là, ça concerne, vous voyez, on était à 9 à 10 000 pour les décès par suicide. Pour les tentatives de suicide que l'on peut observer, je dirais, objectivement, c'est-à-dire qu'on compte, on prend comme indicateur les passages soit en hospitalisation pour tentative de suicide, soit aux urgences pour tentative de suicide. On est au total à 90 000 plus 200 000 à presque 300 000 personnes qui sont, alors pas personne, parce qu'une personne peut venir plusieurs fois dans l'année pour plusieurs gestes suicidaires, mais on va dire qu'on remarque qu'il y a à peu près 300 000 passages aux urgences ou à l'hôpital pour une tentative de suicide, c'est extrêmement important. Et là, on voit qu'en termes d'épidémiologie, les caractéristiques sociodémographiques sont tout à fait les mêmes, puisque pour les tentatives de suicide, nous rencontrons 2 fois plus de femmes que d'hommes. Et les jeunes filles sont plus importantes entre 15 et 19 ans, et les femmes entre 45 et 49 ans, c'est les populations qui dominent. Sachant que sur ce chiffre de presque 300 000 passages hospitaliers, quel qu'il soit, urgence ou service hospitalier, ce chiffre est sous-estimé. C'est-à-dire que ça, ce chiffre, c'est vraiment celui qu'on peut ressortir quand les professionnels de santé à l'hôpital ou aux urgences codent le passage comme un code qui correspond, pour l'analyse ensuite, à un code de tentative de suicide. Mais on s'aperçoit que parfois, la tentative de suicide n'est pas codée en tant que telle, elle peut être codée comme dépression sévère, par exemple, ce qui ne rentre pas dans les codes stricts de tentative de suicide. Et en fait, on sait que ce codage est sous-estimé. Donc, voilà, c'est pour vous dire que c'est un phénomène de santé publique qui est important, qui concerne beaucoup de personnes par an, parce qu'en plus, les chiffres qu'on a, qui sont assez conséquents, sont sous-estimés, ça, on le sait. Les conduites suicidaires sont des phénomènes évitables, ce sont des phénomènes polyfactoriels. Il n'y a pas une raison qui mène la personne à se suicider, c'est un ensemble, c'est un agglomérat d'événements, de contextes qui poussent la personne au suicide. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de crise suicidaire. C'est quelque chose qui se construit petit à petit, plus ou moins rapidement, mais du coup qui peut être stoppé. Mais mes collègues de terrain vous en parleront beaucoup plus que moi et beaucoup mieux. Alors, je vous disais que depuis les années 2000, on observe une baisse du nombre de décès par suicide. Il se trouve que les politiques publiques se sont emparées de cette question et qu'il y a vraiment une politique de prévention du suicide qui s'est mise en place depuis plusieurs années, qui est réaffirmée. Alors, elle s'est mise en place il y a près de 10 ans, mais elle est réaffirmée très régulièrement dans les textes qui encadrent en fait les politiques de santé. Pour preuve, il y avait la feuille de route dans santé mentale, qui de mémoire doit dater de 2016, dans laquelle les cinq modalités que je vais vous décrire sont inscrites, mais le plan prévention santé de mars 2018, qui était un plan assez important en termes de mesures affichées parce que c'était un plan interministériel, reprend et réaffirme ces mesures. Et le Ségur de la santé de juillet 2020, donc on est vraiment sur des choses très très récentes,
reprend et réaffirme une des mesures, la mise en place du numéro national. Je vais y revenir. Donc tout ça pour vous dire que la politique liée de prévention du suicide, elle est ancienne et elle est réaffirmée régulièrement. Et c'est évident que c'est quelque chose qui ne peut pas aller forcément très très vite et qui doit se mettre en place petit à petit. Et ce sont des mesures quand même assez conséquentes à mettre en place. Ces mesures, il ne s'agit pas de mettre une mesure, puis une autre, etc. C'est un ensemble de mesures qui, mises en parallèle, vont pouvoir avoir une action à long terme. Donc, parmi ces mesures phares qui sont portées là au long cours, on a le maintien du recontact avec les suicidants. Je ne m'attarde pas dessus, parce que le dispositif vigilance, c'est la traduction concrète de cette mesure. Donc, on va consacrer le reste de la matinée à en parler, donc j'en parle pas pour l'instant. Il y a ensuite une politique de formation au repérage, à l'évaluation et à l'intervention autour de la crise suicidaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de formation avant, ça veut dire que les formations, là, ont été complètement revues en termes de contenu de formation, en termes de jours de formation, en termes de public à qui elles s'adressent. Et donc, il y a des formations, donc je ne vais pas les décrire là, mais sachez qu'il y a des formations donc, qui s'organisent au niveau régional, qui concernent des professionnels de santé et qui sont différentes en fonction de leur contact avec les personnes suicidaires. Donc, il y a des formations à l'intervention, des formations au repérage, etc. Et puis, il y a un type de formation qui s'appelle les formations sentinelles, qui en fait ne sont pas destinées aux professionnels de santé, mais qui sont destinées à la société civile, comme on dit, donc des personnes qui peuvent avoir une influence dans par leur mission professionnelle, par leur engagement associatif, leur engagement bénévole, et qui sont à même d'être une personne vers qui les autres vont se tourner, ou qui sont à même de repérer par les contacts qu'ils ont des personnes qui pourraient être en difficulté. Et donc cette formation de sentinelle leur permet d'avoir une formation sur ce qu'est le suicide, sur ce qu'est la crise suicidaire, de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le suicide, parce qu'il y en a pas mal, et d'avoir des notions pour orienter la personne qui serait en difficulté, qu'ils repérerait ou qui viendrait spontanément vers eux, pour les orienter vers un professionnel de santé pour une prise en charge adaptée. Alors, ensuite, on a aussi une mesure qui concerne la prévention de la contagion suicidaire, parce qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que la façon dont les médias, dont le suicide est médiatisé, pouvait entraîner une contagion. Par exemple, un exemple qu'on cite assez souvent, qui est assez connu, c'était le décès par suicide de Kurt Cobain, qui a entraîné ensuite un certain nombre de suicides du même type. Et donc, il y a un programme à destination des écoles de journalisme, donc des personnes vont former les futurs journalistes, ou à destination des équipes de rédaction pour leur expliquer quelles sont un petit peu les façons les plus adéquates pour parler d'un suicide. Il ne s'agit pas de pas en parler, pas du tout, mais d'en parler de la façon la plus adéquate possible. Par exemple, il y a des choses un petit peu évidentes, c'est-à-dire de ne pas mentionner le lieu, par exemple sur un fait divers, le lieu où la personne, quelqu'un serait jeté d'un pont, de ne pas mentionner exactement de quel pont il s'agit, de pas préciser voilà les modalités exactes, de pas faire ce raccourci tellement évident de dire elle avait ce problème-là, ça a entraîné le suicide. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, un suicide. Donc on peut pas en parler comme ça. Voilà. Un certain nombre de petites choses. Donc c'est ces dispositifs de formation. Et donc, il y a des personnes qui sont sollicitées régulièrement et qui sollicitent d'ailleurs les journalistes pour en parler, mais qui aussi peuvent soutenir les professionnels de santé, les médecins, les psychiatres, pour savoir comment s'adresser aux journalistes pour que les bons éléments de langage. Il y a aussi une mesure qui est celle de la mise en place d'un numéro national de prévention du suicide. C'était une mesure qui est annoncée depuis plusieurs années, qui n'avait pas encore été mise en œuvre. Là, actuellement, c'est un dossier qui avance beaucoup. Je pense qu'il y aura une expérimentation en 2021 sur certains endroits, avant son déploiement national. Donc, ce numéro national de prévention suicide, ce serait un numéro d'urgence qu'une personne très fort risque suicidaire pourrait composer pour avoir une aide et une orientation, ou que une personne d'un entourage, de l'entourage d'une personne qui serait en crise suicidaire
pourrait contacter aussi en disant son inquiétude pour la personne de son entourage et trouver une orientation. C'est aussi un numéro, par exemple, c'est un numéro qui existe dans certains pays et qui peut être mis en place sur ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire des lieux dont on sait qu'ils peuvent être des lieux un peu propices, enfin, excusez-moi, c'est un peu maladroit la façon dont je le dis, mais au suicide. Par exemple, le pont à San Francisco, je ne dirai pas en anglais, mon accent est trop mauvais, mais vous voyez ce grand pont rouge sur lequel il y a un panneau à l'entrée du pont qui dit: «Si vous venez ici pour autre chose qu'observer la vue, appelez tel numéro». Nous, en France, on n'a pas encore ce numéro-là. Mais là, il est en train d'être mis en place par la Direction générale de la santé. Et enfin, l'information du public sur le suicide, bon, il y a des choses qui sont faites chaque année lors des journées nationales ou de la journée internationale, mais ce sera couplé avec la mise en place du numéro national, puisque si ce numéro n'est pas connu, évidemment, il y aura peu d'effet. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un petit peu le contexte dans lequel, en termes de politique nationale, s'inscrit le dispositif Vigilance. Merci Barbara. Et donc ce dispositif s'inscrit, donc c'est dans la théorie du recontact. Le précurseur, donc c'est un psychiatre américain, Jérôme Motto, qui a pris la décision ou eu l'idée en tout cas, d'envoyer pendant 5 ans tous les 3 mois une carte postale manuscrite et personnalisée au tel service dont il s'occupait. Et donc, alors c'est pas forcément lui qui écrivait, ça pouvait être un infirmier ou une infirmière qui avait été ou un aide-soignant qui avait été en contact avec le patient, qui fait que cette carte postale était très personnalisée. L'objectif, l'idée surtout de Jérôme Motto à l'époque, c'était que le patient qui avait fait un geste suicidaire, qui était passé donc, dans son service en psychiatrie, quand il ressortait, tous les 3 mois, il savait que quelqu'un restait concerné par lui, prenait de ses nouvelles et qu'il avait des sentiments positifs à son égard. Et donc, il a évalué sur la récidive suicidaire l'effet de cet envoi, donc pendant 5 ans, c'était quand même très conséquent, et il s'est aperçu qu'il y avait effectivement une réduction de la récidive suicidaire chez les patients qui avaient reçu ces cartes et qui donc avaient eu cet accompagnement. Ensuite, suite à Jérôme Motto, il y a eu d'autres expérimentations qui ont été faites sur des dispositifs de veille, en particulier, alors je zoome sur la France, sur ce qui va arriver à Vigilance, au CHU des Hauts-de-France à Lille, sous l'équipe de Guillaume Véva, et accompagné avec une équipe brestoise. En fait, ils ont créé un dispositif de veille et l'étude, il s'agissait en fait de trouver l'algorithme, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Algos, c'est-à-dire algorithme suicide, un algorithme de recontact pour savoir effectivement comment recontacter les gens alors sans avoir quelque chose aussi lourd que ce qu'avait fait Jérôme Motto. Et du coup, ils ont défini un canevas, un cadre, pour suivre des patients suite à leur geste suicidaire, donc suite à leur passage soit dans un service d'urgence, soit en hospitalisation, après une tentative de suicide. Et donc, ils ont défini, dans ce contexte d'étude, 2 canevas. Un canevas pour les gens pour lesquels c'était la première tentative de suicide, les primo-suicidants, et un canevas pour les récidivistes, ceux qui venaient rentrer dans le dispositif, mais qui avaient déjà fait un geste suicidaire auparavant, quelques années auparavant ou quelques mois auparavant. Je vous décris pas le dispositif, ça va être juste après. Juste pour vous dire que donc suite à cette étude, ils ont créé le dispositif Vigilance qui va vous être décrit, mais pour vous dire que toutes les études ont montré, et notamment une analyse de la littérature, a montré qu'un dispositif de veille était efficace quand il était actif. Alors, je vais insister sur ce terme d'actif parce que ça, vous allez comprendre après, c'est vraiment quelque chose d'important dans les dispositifs de veille et particulièrement dans Vigilance. C'est-à-dire que là, c'est le dispositif qui va vers le patient, alors que souvent dans le protocole avec les services de soins, c'est nous en tant que patients qui allons vers les professionnels de santé. Les professionnels de santé ne vous appellent pas, enfin votre médecin généraliste ne vous appelle pas régulièrement en disant alors il faudrait prendre rendez-vous. Là, c'est vraiment les professionnels de santé qui vont vers les patients. Donc c'est ça la notion d'actif, c'est que c'est vraiment un
en termes de cadre et en termes de posture, c'est très, très différent de ce qu'on peut connaître habituellement. Que ce soit régulier, donc vraiment qu'on ait des séquences qui s'enchaînent, qui soient inscrits dans la durée. C'est pas quelque chose qui va durer un mois ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut durer, alors pour vigilance, vous allez voir, c'est prévu pour 6 mois, mais ça peut durer plus longtemps, et qu'il soit personnalisé, c'est-à-dire que vraiment c'est du sur-mesure à chaque fois pour chacun des patients. Voilà, ça c'est ce qui permet de dire que c'est efficace. Pour vigilance, donc vigilance a été expérimentée à partir de 2015 dans 5 territoires. Donc à l'époque, c'était l'Occitanie-Est, c'était le Languedoc-Roussillon en 2015, donc ce qu'on appelle l'Occitanie-Est maintenant. Il y avait la Haute et Basse-Normandie qui étaient 2 régions séparées qui n'en font plus qu'une maintenant, mais qui gardent 2 dispositifs, comme vous avez maintenant en Occitanie-Est et Ouest. Et puis il y avait le Jura qui a démarré seulement dans son département et pas au niveau de la région. À partir de 2018, en fait, il y a eu une volonté ministérielle de l'étendre sur tous les territoires, mais surtout ça a été affiché officiellement en 2019. Et en 2020, il y a des financements dans toutes les ARS pour pouvoir monter une cellule vigilance dans chacune des régions. C'est 2020, c'est le Covid, donc il y a un certain nombre de cellules régionales qui avaient à peine démarré ou qui n'ont pas pu démarrer et qui démarrent actuellement. Donc là maintenant, on voit vraiment une ouverture assez importante sur tout le territoire de cellules vigilance. Mais voilà, ça s'étend vraiment. Le dispositif est effectivement sa constitution, c'est vraiment une cellule de veille qui va vous être décrite par Maïté, et les centres partenaires qui sont les services d'urgence et les services hospitaliers, et elle va vous expliquer le lien entre les deux. Et la veille donc est constituée d'appels téléphoniques et d'envoi de cartes postales. Principalement, c'est vraiment la matrice du dispositif. Je vais laisser la parole à Maïté pour présenter le dispositif. Merci. Je m'occupe de... Ok, d'accord. Alors, donc, le dispositif vigilance, ça s'articule autour donc c'est une petite cellule de veille au niveau de l'équipe. On a une coordination médicale, un secrétariat. Je vous dirais qu'il y a quand même une grande place dans le dispositif, et les vigilanceurs qui sont les personnes qui ont contact au téléphone, donc des infirmiers et des psychologues qui ont contact au téléphone les personnes suicidantes. Donc ça, c'est pour le petit cocon, la petite cellule au niveau de vigilance Occitanie-Est. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on a 2 secrétaires, un médecin coordonnateur, un cadre de santé qui gère un petit peu aussi, et puis on est 6 vigilanceurs, moi qui suis à temps plein, et puis 5 infirmiers à mi-temps. Et on travaille avec des centres partenaires d'urgence qui incluent les patients dans le dispositif. Donc la porte d'entrée du dispositif, c'est le fait de faire un geste suicidaire, de passer par les urgences. Donc que ce soit un petit peu qu'il y ait un diagnostic posé de tentative de suicide par un psychiatre. Et donc c'est au niveau des centres d'urgence qu'on rentre dans le dispositif vigilance. Voilà. Je passe à la diapo d'après. Alors au niveau de notre action autour du patient suicidant, donc il y a 3 modes de mise en relation. Déjà la première chose, c'est que quand le patient passe par les urgences, donc on l'inclut dans le dispositif, on lui donne une petite carte vigilance avec le numéro qu'il peut appeler si ça ne va pas. Donc et on lui explique du coup qu'il est dans cette veille pour une durée de 6 mois théorique, mais bon, à partir du moment où il a le numéro, évidemment, il peut nous appeler même au bout de 2 ans si ça ne va pas. Et donc il rentre chez lui avec cette petite carte et un petit courrier explicatif. Et à ce moment-là, les centres d'urgence nous envoient un fax avec des données autour du patient, des informations sur ses coordonnées postales, téléphoniques, etc. Les médecins référents pour ce patient et le contexte du geste suicidaire
Et nous, ensuite, derrière, on va programmer en fonction de la situation des appels entre J10 ou J21 ou des envois de cartes postales. Alors, au niveau des appels entre J10 ou J21, ils sont réservés aux personnes réitérantes, c'est-à-dire les personnes qui sont sur au moins un deuxième geste suicidaire, c'est un troisième, quatrième, etc., qui ont déjà fait un geste avant ce passage aux urgences d'inclusion, et également aux mineurs. Donc les mineurs, même s'ils sont primo-suicidants, on va les rappeler systématiquement entre J10 et J21, et aux gestes graves, c'est-à-dire passage en réa ou passage en ortho. Donc c'est des personnes qu'on va rappeler entre J10 et J21 parce qu'on sait que c'est une période au risque de récidive à partir de 10 jours après la sortie. On sait que les 10 premiers jours, généralement, il y a encore les gens qui sont mobilisés autour, etc. Et puis au bout de 10 jours, il y a une période un peu de creux là. Voilà. Donc on va à ce moment-là évaluer au téléphone le risque d'urgence suicidaire, le risque suicidaire, et aussi un petit peu discuter avec le patient pour voir si des choses ont pu être mises en place, si le contexte a changé ou pas, faire un petit point à distance de ce passage aux urgences. Si ça c'est pour les patients, du coup, les patients réitérants. Pour les patients qui ont fait qu'un premier geste, on envoie une carte au domicile qu'ils vont recevoir également entre J10 et J21 à peu près. Donc une carte qui leur rappelle qu'ils sont inclus dans le dispositif, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait aux urgences, quand on donne la petite carte ressources, les patients des fois sont un peu ils sont un peu dans le coltard, où ils ont beaucoup de médicaments, ils ont pris beaucoup de médicaments, ils se rappellent plus, la notice explicative c'est resté dans la voiture, etc. Donc il y a beaucoup de choses, et ça nous permet nous d'être directement en lien avec le patient, que ce soit un envoi fait par nos secrétaires, et qu'on sache qu'une fois qu'il est rentré chez lui, à cette période peut-être un peu critique, il pourra aussi avoir une petite piqûre de rappel de la possibilité de nous joindre si ça ne va pas. Ça, c'est pour ce qui est... Non, je n'ai pas fini. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Et au niveau de... Et donc, si on n'arrive pas à joindre les patients entre J10 et J21, on a un envoi de carte postale. Donc, en plus, pour les patients réitérants ou les patients qu'on n'a pas réussi à joindre, on essaye de les appeler 2 fois. On appelle les personnes ressources et les professionnels de santé, et on envoie des cartes postales à ces patients, une carte postale tous les mois pendant 4 mois, qui va permettre à ces patients de dire qu'ils puissent nous recontacter, de faire aussi des piqûres de rappel pour ces patients. Voilà. Tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît. Donc ça, c'est un schéma qui paraît un peu complexe, mais c'est pour vous montrer en fait le travail en réseau qu'on va faire. Donc on voit au niveau de la petite flèche grise que ça c'est une flèche verte entre les vigilanceurs et les patients. Ça c'est ce qu'on fait nous par rapport aux patients directement, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire ces appels, ces envois de carte postale, etc. Mais notre travail, c'est aussi de déclencher tout le réseau médical et tout le réseau de soins, d'aider le patient à ne pas s'isoler et à rester dans cette période de fragilité, à rester bien entouré et de solliciter en fait l'environnement médical et proche du patient. Donc cette diapo elle est importante pour montrer déjà nous que notre rôle c'est vraiment un rôle de relais, un rôle de réseau de maillage autour du patient, pas un rôle de suivi mais d'évaluation, et pour pouvoir offrir au patient tout ce qui va être le plus adapté dans ces moments-là de fragilité. Et tout ça, ça se fait en discussion avec le patient, évidemment, il est au courant de tous ces appels, de toutes ces choses-là. Et c'est pour cette raison, au niveau des centres d'inclusion, en fait, que les informations qu'on doit avoir, qui sont notées dans le fax, toutes les informations autour du patient nous sont très précieuses pour pouvoir faire notre travail, en fait, de mise en réseau. Et si on observe là, on voit que ça va dans les deux sens. Donc on est en lien évidemment avec les centres d'urgence, avec les présentations de vigilance quand on y va une fois par an, on va dans les centres pour présenter, réexpliquer, voir s'ils ont des problèmes au niveau des inclusions, etc. Et puis quand on a un patient, il nous manque des infos, on peut potentiellement les appeler aussi pour avoir plus d'informations, savoir si les patients sont hospitalisés, tout ça. Et au niveau, ça c'était pour avant l'entrée dans vigilance, et ensuite, une fois qu'ils sont dans vigilance, on a le lien avec les professionnels de santé libéraux, donc médecins généralistes, psychiatres libéraux, CMP, etc. On va appeler très régulièrement dès qu'on a une inquiétude, dès qu'on doit envoyer. Après chacun de nos entretiens, il y a un courrier qui est envoyé aux médecins par les secrétaires, mais si
on a une inquiétude on sait qu'il y a un rendez-vous dans 3 jours, par exemple, on va passer directement un coup de fil, nous, pour transmettre un petit peu nos inquiétudes. Pareil au niveau des personnes ressources, c'est-à-dire qu'on va toujours en accord avec le patient, évidemment, mais on a une personne ressource ou de noter dans notre dossier, on vérifie que le patient, c'est bien des personnes qu'on peut joindre, évidemment, mais on a énormément de liens avec les proches s'il y a besoin qui viennent auprès de la personne en cas d'inquiétude un soir, par exemple, etc. Donc, il y a vraiment cette aide aussi au patient. S'il a besoin qu'on appelle à l'aide à sa place, on va le faire. C'est aussi arrivé, là on voit qu'il y a un lien avec les cliniques pour savoir si le patient est bien en clinique, par exemple, ou s'il est rentré au domicile, donc savoir si nous on doit continuer nos actions ou s'il est en sécurité à ce moment-là, et reporter nos appels. Et ça m'est arrivé également d'appeler des pharmacies pour que le patient y remette son traitement, d'appeler des infirmières libérales qui passent au domicile par rapport à une inquiétude, par rapport à l'apprentissage si j'apprends dans l'entretien qu'il y a des médicaments qui sont stockés au domicile, etc. Donc il y a toutes ces choses-là qui font partie complètement de notre métier, qui prennent beaucoup aussi de notre temps. Donc on voit que le lien avec le patient, c'est une partie, mais c'est vraiment pas l'ensemble de notre travail. Voilà. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, on voit le développement au niveau de l'Occitanie-Est et le nombre donc on a commencé en 2016. On est aujourd'hui à plus de 5000 patients inclus dans le dispositif vigilance, avec les points rouges, c'est les centres qui sont déjà ouverts, donc les centres d'urgence qui incluent. Les carrés verts, c'est les centres d'urgence qui sont ou en cours de négociation, qui n'incluent pas encore dans vigilance. Mais ça va certainement se faire dans les prochains mois, le temps qu'on reprenne les visites de centre, parce que là, pareil, de la même manière que sur l'ouverture Occitanie-Ouest, au niveau de la crise sanitaire, évidemment, tout ça, ça a été freiné. Les visites de centre, on n'a plus pu aller ouvrir des dispositifs. Et puis, au niveau de l'hôpital aussi, il y a une réorganisation. Ça a été plus compliqué de faire avancer le dispositif vigilance. Mais voilà, avec plus de 5000 patients dans la veille d'aujourd'hui qui potentiellement peuvent nous appeler si ça ne va pas. On passe à la diapo d'après. Donc là, c'est pour vous donner un ordre d'idée du coup de l'activité pour le mois de septembre 2020. Donc on a à peu près cette inclusion par jour, 35 envois de courrier, que ce soit carte postale ou courrier au médecin traitant, et 30 appels réalisés avec 50% de taux de réponse. 3 appels entrants par jour en moyenne. Ça, c'est des moyennes que moi j'ai fait sur le mois de septembre. Mais on voit qu'au niveau du global, c'est 350 appels passés par mois. Et puis au niveau de l'envoi des cartes postales, c'est presque 700 cartes et courriers envoyés. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée de ce travail de maillage et de réseau qui est fait sur toute l'Occitanie pour dire on est là, on est un point central pour guider, pour aider les patients, pour aider les soignants aussi s'ils sont en difficulté avec le patient, etc. Donc toutes ces cartes postales et tous ces courriers permettent aussi aux personnes de petite piqûre de rappel, ils peuvent rentrer en contact avec nous s'ils ont besoin de conseils, d'aide, etc. Donc c'est l'idée de voir au bout de 4 ans et demi maintenant d'années de développement, on est vraiment sur une vitesse de croisière qui permet de bien aider et de bien réorienter des patients ou des soignants qui en auraient besoin à un moment donné. Voilà. Donc là, je te laisse présenter peut-être Barbara. Oui, c'est juste pour dire un mot sur Vigilance Occitanie-Ouest. Nous, on a essayé d'ouvrir en mars et effectivement, avec le contexte du coronavirus, on a refermé au bout de quelques jours. En tant qu'infirmier, on a été redéployé sur d'autres services, donc on est passé à autre chose pendant quelques mois. Et en juin, on a pu enfin ouvrir et lancer l'entrée de patients dans le dispositif sur Occitanie-Ouest. Et donc, depuis, on a ouvert donc Montauban en premier, puis Toulouse, Tarbes. Ce mois-ci, Lannemezan, Rodez et Lavore. Et il y a des prises de contact en cours avec Albi, Auch et on espère aussi Cahors et d'autres centres. Voilà.
Alors, après ces présentations du fonctionnement du dispositif et de leurs activités, donc je reprends la parole pour vous parler de l'évaluation du dispositif. Donc, la Direction générale de la santé a envoyé le maître de mission à Santé publique France en lui demandant d'évaluer l'impact du dispositif. Donc ça, c'est une évaluation qui est en cours encore, et donc je vais vous parler par la suite. Mais avant d'évaluer l'impact, on a fait également, excusez-moi, une évaluation de processus, puisque en fait, alors que l'expérimentation était en cours, on voyait bien venir cette volonté ministérielle d'étendre le dispositif sur le territoire national. Et donc, on s'est dit qu'une évaluation de processus qui permettrait en fait de décrire l'implantation, le fonctionnement du dispositif, permettrait d'identifier des freins et des leviers et qui pourrait permettre en fait de faire des préconisations pour les futures implantations. Parce qu'en fait, vous voyez bien comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire que on a eu l'étude Atos qui était vraiment très localisée à Lille. Et ensuite, à l'issue de cette étude, l'équipe lilloise a produit un canevas qui est à peu près le schéma que vous avez montré, Maïté, le premier schéma avec les flèches qui descendent là, qui est vraiment le canevas général, le cadre général de vigilance. Mais à part ça, sur comment ça s'implante et concrètement avec qui il fallait tenir compte, etc. Là, on ne pouvait apprendre que de l'expérience, parce que vigilance, c'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment un dispositif qui est bottom-up, comme on dit. C'est pas un dispositif qui a été pensé au niveau du ministère ou de la Direction générale de la santé et qui s'implante ensuite sur le territoire. C'est l'inverse. C'est vraiment un dispositif de terrain qui est toujours en pleine évolution, qui est complètement dynamique. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de comprendre, en fait. Donc, comme il s'agissait d'une évaluation de processus, on est parti sur une méthodologie qualitative avec des entretiens individuels des équipes de vigilance, donc des vigilanceurs, des médecins coordinateurs, des secrétaires, un focus group, des analyses de documents, des visites sur site. Donc, cet ensemble de recueil de données a permis, diapositive suivante, de réaliser un rapport. Barbara, tu veux bien mettre la... Merci beaucoup. Qui a permis donc on a pu faire un petit rapport dont je vous présente juste les conclusions. Donc la première a l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai que quand l'équipe lilloise a prévu son canevas sur vigilance, elle n'a pas forcément donné toutes les clés d'implantation de contexte. Et donc, quand une équipe vigilance s'implante quelque part, c'est plutôt intéressant de réaliser effectivement ce diagnostic territorial, c'est-à-dire de comprendre sur un territoire donné quel est le vécu, la trajectoire, on va dire, des patients suffisants et quelle est leur prise en charge. Donc ça, c'est assez important d'avoir une idée de ce qui se passe et de savoir quels sont les acteurs en présence et de savoir, par exemple, s'il n'y a pas déjà des hôpitaux, des services d'urgence ou des cliniques qui font déjà des services de veille qui ne sont pas vigilance exactement dans l'ordonnancement de la prise en charge du patient, mais qui sont quand même un recontact. Par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui démarre là, son dispositif vigilance, il y avait déjà deux, trois dispositifs de veille qui n'étaient pas exactement vigilance, et donc il y a eu une adaptation de ces dispositifs à vigilance, mais ils partaient pas de rien. Il y a 4 pôles en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les 4, il y en avait 3 qui avaient un peu quelque chose et un qui avait rien du tout. Et donc là, ils se sont harmonisés pour démarrer. Donc c'est pas mal quand même de partir de l'existant. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Le nombre des d'ETP, donc équivalent temps plein, au sein de la cellule de veille, parce que le processus pour les cellules de vigilance, c'est que l'ARS va financer à la fois les postes de vigilanceurs et à la fois les conditions matérielles, puisque vous voyez par exemple que l'envoi de courrier de carte postale est extrêmement important. La Maïté vient de vous montrer pour le mois de septembre. Donc tout ça, ça représente des coûts, par exemple des coûts postaux, des coûts
d'imprimantes, etc., enfin, qui sont pas négligeables, mine de rien, et le nombre de vigilanceurs suffisant pour pouvoir avoir un fonctionnement en routine, sachant que quand une cellule ouvre, c'est ce qu'on a remarqué dans l'évaluation, pendant 6 mois à peu près, il n'y a pas énormément de patients qui sont inclus dans la cellule, parce que évidemment, vous comprenez bien qu'il y a d'abord tout un temps de présentation du dispositif à, ce qu'on appelait les partenaires qui nous ont été présentés, comme les services d'urgence, les services hospitaliers. Voilà. Il s'agit aussi de conforter les postes de vigilanceurs, parce que dans les premiers temps, on s'est aperçu que il y avait beaucoup de postes en CDD, et avec un gros turnover des personnels, enfin particulièrement des vigilanceurs, et ça c'est assez compliqué, ça peut fragiliser une équipe, parce que vous voyez bien que c'est quand même une fonction qui est assez particulière, qui nécessite, pour laquelle il faut être formé, formé à la gestion de la crise suicidaire, formé à cette prise en charge qui est un petit peu particulière puisqu'elle est par téléphone. Voilà, et donc d'avoir un turnover, ça fragilise, parce que quand quelqu'un arrive en tant que vigilanceur, il n'est pas opérationnel comme ça du jour au lendemain, il lui faut quand même un petit temps de formation, il y a un temps de double écoute, etc. Enfin, il y a tout un processus de formation. Alors, assurer le matériel logistique, c'est aussi le fait que il faut avoir une interface logicielle et informatique qui tienne la route pour pouvoir assurer les rappels, les comptes rendus, etc. Et il y a une question qui s'est posée, parce que Vigilance à Lille ont démarré un petit peu comme ça, avec un logiciel maison, on va dire, et que il est vite apparu que c'était d'abord quelque chose de très important, parce qu'en termes de pratique et de confort de travail, c'était important, mais aussi pour assurer le suivi même et des activités. Hein, et donc là, actuellement, la Direction générale de la santé a repris en fait un peu la main sur cette question, et a organisé un groupe de travail, et donc ils vont publier en fait un cahier des charges pour avoir une solution informatique qui soit nationale et qui soit du coup homogène sur tout le territoire, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Voilà. Et enfin, un élément qui est très important pour l'implantation du dispositif, c'est, et ça Maïté, vous en avez bien parlé, c'est les liens avec les centres partenaires, le fait d'avoir à les voir régulièrement pour s'assurer que tout le monde est toujours, malgré des changements de personnel, par exemple, au courant du dispositif, qu'il y a suffisamment de cartes ressources pour pouvoir les distribuer aux patients, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est un point qui est extrêmement important sur la mise en place d'une cellule, vigilance. Voilà, donc ça c'était une évaluation, c'était l'évaluation de processus qu'on a conduite avant, et qui a permis à la DGS sur laquelle la DGS, la Direction générale de la santé, s'est appuyée quand elle a rédigé son instruction aux ARS pour le déploiement général de vigilance. Par ailleurs, alors elle n'est pas finie celle-ci, c'est l'évaluation d'impact, et pourtant elle a commencé avant, mais elle est beaucoup plus longue parce que la méthodologie est beaucoup plus complexe. Et donc là, c'était de comprendre comment Vigilance peut réduire le taux de récidive suicidaire à 12 mois. Et donc on a constitué un groupe de patients qu'on appelle exposés. Exposés, ça veut dire exposés au dispositif Vigilance, ça veut dire inclus dans le dispositif Vigilance et en bénéficier de la veille, par rapport à des patients qui ont fait un geste suicidaire, mais qui ont été dans un service d'urgence qui, à l'époque, n'était pas encore en partenariat avec une cellule vigilance. On a appelé donc une population non exposée. Donc, nous avons dû obtenir l'accord de la CNIL. Je signale parce qu'obtenir un accord CNIL pour un protocole de recherche, c'est quelque chose d'assez long. Hein, c'est entre 6 et 9 mois, et pas mal de boulot, parce qu'il y a tout un tas d'aller-retour, de jeux de questions, etc. À la fin de l'année dernière, nous avons recueilli les données, et en 2020, on a fait les traitements statistiques et analyses. On devait avoir les résultats en 2020, mais avec la crise du Covid, comme mes collègues statisticiens Santé publique France sont les mêmes que ceux ils ont été largement happés par le Covid.
du coup, ça a pris un peu de retard, mais on pourra avoir les résultats au premier semestre 2021. Donc là, je vous parle un petit peu déjà calendrier résultats alors qu'on les a pas. On va en venir à la diapo suivante. Voilà, qui va plus vous expliquer en quoi consiste cette évaluation d'impact. Donc, c'est vraiment une comparaison. On va prendre 2 groupes et on va voir quel est le nombre de leurs récidives au cours des 12 mois qui suivent l'inclusion. Alors, au départ, sur un plan très théorique, le dispositif vigilance est prévu pour suivre les patients. La veille est prévue, d'un point de vue théorique, sur 6 mois. Et nous, on regarde ce qui se passe sur 12 mois parce qu'en fait, on s'est aperçu, comme on a en termes de temps, on a pris en fait les cellules expérimentales, les 5 premières que je vous ai présentées avant, au début de leur activité et au début de leur activité dans la mise en place, on s'est aperçu qu'il y avait un peu un glissement et un petit peu un retard de prix sur les appels à 6 mois. Donc pour être sûr que les patients exposés aient bien bénéficié de la veille à laquelle à laquelle ils peuvent prétendre, on a préféré étendre l'étude sur 12 mois pour plus coller à la réalité en fait de ce qui se faisait dans les cellules de vigilance au moment, je parle bien au moment d'étude, puisqu'effectivement c'est une étude rétrospective, c'est-à-dire que le groupe de patients inclus dans l'étude, le groupe de patients exposés, ce sont des patients qui ont été inclus à partir de l'ouverture de la première cellule de vigilance, le 1er janvier 2015, et c'est des patients ensuite on va prendre ceux qui sont inclus jusqu'au 31 décembre 2017. Donc, si vous vous souvenez des diapos présentées par Maïté, ça concerne en fait que leurs 2 premières années pour Occitanie-Est. Pourquoi est-ce qu'on a ce calendrier-là? Parce que, là j'en viens juste au-dessus à la méthode, la jointure des 3 bases. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir suivre la récidive suicidaire, pour pouvoir être au courant qu'un patient qui est dans vigilance a récidivé ou non, on va le suivre dans ce qu'on appelle les bases médico-administratives. Les bases médico-administratives, c'est les bases de données, c'est les bases de patients quand vous passez au service d'urgence ou quand vous êtes hospitalisé. Il y a des grosses bases de données qui recensent tout ça. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que on va aller chercher, on a donc des patients qui sont inclus dans vigilance pour lesquels on n'a évidemment pas le nom et le prénom, mais nous avons un certain nombre de caractéristiques, le sexe, la date de naissance, la commune de résidence, le jour où ils ont fait leur geste suicidaire, donc le jour où ils ont été inclus dans un service d'urgence et et quel est le service d'urgence, le nom du service d'urgence. Voilà. Et donc, avec ces éléments-là, on compare ça aux bases, par exemple, aux bases des services d'urgence, et on voit que, donc, si par exemple, n'importe quoi, mais on voit que si sur un service d'urgence de tel hôpital à Montpellier, il y a un patient qui est rentré tel jour, que c'est bien une femme, qu'elle a la même date de naissance, qu'elle habite dans la même commune, c'est probabiliste, mais probablement, on se doute que c'est la même. Et c'est comme ça que nous avons retrouvé donc les patients qui étaient inclus dans vigilance, on les a retrouvés dans les bases médico-administratives. Et une fois qu'on les a dans les bases, on les suit pendant 1 an et on voit si on les retrouve avec un diagnostic de TS. Bien sûr, si on les retrouve avec un diagnostic d'appendicite, on ne les compte pas. Ça va de soi, c'est évident, mais on compte que les diagnostics de TS. Donc, à l'heure actuelle, on en est que nous avons retrouvé les patients avec cet algorithme probabiliste. Donc, sur la totalité des patients que nous avons dans notre groupe exposé, nous en avons retrouvé 91% dans les bases médico-administratives, ce qui est plutôt bien, parce qu'on ne s'attendait pas à en trouver autant, donc on est très content. Et actuellement, dans 15 jours, 3 semaines, on aura fini d'aller chercher leur récidive sur 12 mois. Et donc là, ensuite, on va aller s'occuper des patients non exposés. Donc les patients non exposés, on va aller les chercher dans les bases médico-administratives selon selon une méthode statistique qui nous permette d'appareiller les 2 groupes. Voilà. Donc c'est la méthode et actuellement on en est donc on a des données pour les patients de vigilance et on est en train de constituer l'autre groupe et puis ensuite il s'agira de comparer, ça ira assez. Voilà où nous en sommes. Et dernière diapositive, voilà, c'était juste pour prendre un petit peu de recul justement sur cette articulation entre la recherche et la vie du dispositif sur le terrain, parce que comme je vous l'ai dit, vigilance, c'est vraiment
voilà, c'est pas quelque chose qui s'impose d'en haut et on dit il faut faire comme ça. C'est un dispositif qui a un cadre, qui a un canevas général et qu'on retrouve dans toutes les cellules, mais qui peut avoir un petit peu qui a une dynamique, il y a des adaptations qui se font selon les populations, selon les territoires, etc. Donc il y a cette articulation entre les deux. Et donc, du point de vue de la recherche, pour nous, le contexte, il est vraiment fort parce que c'est une saisine Direction générale de la santé, donc c'est une commande publique. Et que là, il y a un évaluateur extérieur, donc on va avoir une évaluation quand même qui a une méthodologie relativement costaud, comme on dit. Par contre, on s'est aperçu d'une chose, justement, c'était de la différence sur la question des indicateurs, puisque les données en fait qui sont recueillies par les données, elles n'existent que parce qu'elles sont dans la cellule de veille, bien sûr. Et ces données qui sont dans la cellule, c'est des données qui sont utiles pour le fonctionnement de la cellule. Et c'est pas forcément les mêmes que celles dont on a besoin pour l'évaluation d'impact. Je vais vous donner un exemple. C'était en Haute-Normandie. Par exemple, vous comprenez bien que pour aller retrouver les patients vigilance dans une base médico-administrative, moi j'ai besoin de la date dans laquelle ils sont rentrés dans le service d'urgence, dans la date à laquelle ils sont rentrés dans le service hospitalier. Donc, du point de vue de l'évaluation, j'ai besoin de la date d'entrée. Tous les dispositifs de veille récupèrent cette date d'entrée. En Occitanie, c'est ce qu'ils font, voilà. Mais en Haute-Normandie, ils n'ont pas une utilité de cette date pour eux, pour le fonctionnement de leur cellule. Et du coup, eux, ils notaient la date de sortie. Du coup, moi, je ne pouvais pas me servir, donc il a fallu aller faire tout un travail pour récupérer ces indicateurs. Et voilà, donc en fait, ça c'est une question qui est importante quand on a un dispositif sur le terrain qui fonctionne, parce qu'il recueille des données qui nous sont utiles pour son fonctionnement. Et voilà, mais c'est normal qu'ils ne s'encombrent pas forcément de données qui, par contre, peuvent être utiles pour la recherche. Donc, on a encore ces discussions-là sur les indicateurs à repérer, parce que c'est un peu compliqué parfois, parce qu'on ne peut pas non plus emboliser, enfin, je veux dire, les vigilanceurs, les secrétaires, toutes les personnes qui travaillent dans les équipes de vigilance sont vraiment n'ont pas de temps libre, clairement, et recueillir des indicateurs, ça prend du temps. Donc, il y a vraiment cette question entre l'évaluation et le fonctionnement. On n'a pas forcément besoin des mêmes choses, et c'est parfois un peu complexe de récupérer des données. L'autre question qui se pose aussi, c'est la temporalité, qui est trop frappante. Pour moi, il y a le temps pour les acteurs de terrain, enfin, questionnement dispositif, où là, on est vraiment sur du long terme, sur un temps dynamique. Bon, je vais me situer sur le temps de la recherche. Moi, j'ai un temps qui est fermé. En plus, c'est rétrospectif. Moi, je ne regarde que ce qui se passe dans le passé. Parce que, en fait, moi, je regarde essentiellement Vigilance de 2015 à 2017. Pour cette recherche-là, en tout cas. Donc, voilà, c'est vraiment une façon particulière de le regarder. Et puis, mon temps de recherche, de toute façon, il est fermé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura les résultats à Santé publique France, ben voilà, on aura fini cette évaluation, alors que le dispositif, lui, il sur un temps long et continue à vivre. Et puis alors, il y a le temps des politiques, qui lui a un temps très très court. Et si vous avez été bien attentif, vous avez vu que nous avions juste commencé à recueillir les données pour l'évaluation, alors que la ministre de la Santé annonçait déjà l'extension du dispositif sur le territoire national. Voilà, le temps des politiques, c'est un temps très 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 court. Le temps de la recherche, c'est un temps plutôt long mais fermé. Et il faut faire avec toutes ces temporalités et avec les objectifs de chacun. Donc voilà, on essaye de faire au mieux et d'adapter au mieux. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je redonne la parole à Claire pour la réponse à vos questions. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sandrine, merci Maïté, merci Barbara pour cette présentation. Donc effectivement, nous allons maintenant passer au deuxième temps qui durera 30 minutes consacré aux réponses aux questions que vous pouvez continuer d'ailleurs toujours à poser sur le chat, sur la conversation juste à côté.
Alors la première question est assez large en fait. Elle ne concerne pas spécifiquement le dispositif vigilance. Du coup, je la pose plutôt à Sandrine, mais Maïté et Barbara, sentez-vous libre d'y répondre quand vous le voulez. Il y a cette question de pourquoi observe-t-on un phénomène de contagion de la crise suicidaire? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Alors, je pourrais répondre, mais je pense que Barbara ou Maïté peut-être seraient même plus à même que moi de répondre. Vas-y. Je laisse les, les cliniciennes répondre. Je pense que l'effet de contagion par rapport au risque, à la crise suicidaire, ça a été décrit avec l'effet Werther. Ça a été décrit en lien avec le roman de Goethe initialement, qui avait entraîné une vague de suicides chez les jeunes hommes allemands à la suite de la publication du roman. Et je crois que c'est un sociologue américain qui l'avait décrit plusieurs siècles après, en voyant que le phénomène pouvait se répéter dans le temps quand des ouvrages ou des articles parlaient de suicide. Finalement, ça pouvait déclencher des vagues de contagion suicidaire. Et du coup, la mesure dont parlait Sandrine tout à l'heure, entre les liens entre les écoles de journalisme et les psychiatres, c'est l'effet Papageno qui a été un peu instauré pour lutter contre l'effet Werther. Je crois que ce qui avait été décrit, c'est que toute la population n'est pas forcément impactée par un effet de contagion, mais ça va être de façon préférentielle des populations vulnérables déjà de base. Par exemple, je crois que les adolescents, les personnes avec des troubles psychiatriques, les personnes qui sont déjà déstabilisées, qui traversent des difficultés, étaient plus impactées par l'effet de contagion, et c'est des gens qui sont déjà avec des facteurs de risque en fait pour traverser des crises suicidaires. Donc c'est pas un effet. La contagion suicidaire, ça ne peut pas être le seul facteur suffisant pour qu'il y ait un passage à l'acte, à mon avis, mais ça s'additionne avec d'autres facteurs de risque et ça se potentialise. Voilà, c'est ce que je peux apporter comme explication. Sandrine, Maïté, vous voulez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Non. D'accord. Merci Barbara. Une deuxième question alors, qui porte sur la formation. Alors il y a deux questions sur la formation. La première, c'est comment bénéficier d'une formation au repérage, évaluation et intervention en cas de crise suicidaire? C'est une infirmière qui pose cette question. Et par extension, y a-t-il une formation préalable pour être vigilanceur? Si on peut revenir dessus. Merci. Je te laisse répondre, Sandrine, pour les formations ARS ou... Alors, pour les formations ARS, moi, je pourrais pas être très, très concrète parce que, du coup, moi, j'ai assisté à la réorganisation de cette formation, mais au niveau régional avec la Direction générale de la santé qui réunissait les ARS et qui réunissait les formateurs, enfin, les formateurs régionaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu pyramidal, il y a un ensemble de formateurs régionaux qui forment ensuite d'autres formateurs, etc. Donc, peut-être que vous, qui êtes plus au contact, en fait, avec eux, comment ça s'organise sur le terrain, vraiment. Il me semble qu'il y a, donc là, au niveau des formations globales, il y a des mises en place par l'ARS, du coup, de formations labellisées qui sont en train d'être mises en place. Pour l'instant, au niveau d'Occitanie-Est, enfin, au niveau de l'Occitanie complète, je crois d'ailleurs, il y a eu surtout les interventions de crise qui est destinées à donc, des formations de 2 jours destinées à un public qui travaille vraiment avec des patients en crise suicidaire, donc surtout des patients aux urgences et qui accueillent les patients à haut risque. Et il y a également en cours, ça va être mis en œuvre beaucoup plus en 2021, je pense. Il y a un calendrier qui est déjà mis en place. Et c'est pour les évaluateurs, c'est-à-dire des professionnels de santé qui puissent repérer le risque suicidaire et les guider pour réorienter au mieux ces patients-là. La question a été posée pour une infirmière, donc je pense que ce serait plutôt ce type-là pour l'évaluateur, donc sur les professionnels de santé. Et il y a aussi également une formation sentinelle qui, elle, est destinée au tout public pour les aider à orienter finalement s'il y a un proche, à repérer une crise suicidaire, enfin pour les personnes tout public que ça intéresse et qui se posent des questions à ce niveau-là. Ces formations, elles sont vraiment mises en place au niveau régional. Donc après, peut-être en voyant avec l'ARS pour se renseigner quand est-ce que c'est, je ne sais pas.
Et au niveau du statut de vigilanceur, il y a quand un centre ouvre, en fait, il y a une formation qui est faite avec le centre historique de vigilance, c'est-à-dire Lille, le CHU de Lille et toute l'équipe de Lille qui est un petit peu, qui maintenant a aussi constitué l'équipe Vigilance France et qui se déplace sur tout le territoire à chaque ouverture de centre pour former en fait les équipes au dispositif vigilance à ce que eux ont mis en place. Donc il y a une formation initiale généralement à ce niveau-là avec l'équipe lilloise. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Juste si je peux rajouter. Oui, bien sûr. Pardon. Non, vas-y, je compléterai après. Nous, on est 5 infirmiers sur Vigilance Occitanie-Ouest. Il n'y a pas de psychologue et on est 5 infirmiers. On a tous fait la formation intervention de crise en sachant qu'on est tous les 5 issus des urgences psychiatriques. On a travaillé plusieurs années et maintenant on partage nos mi-temps à la fois de façon variée sur des centres de crise, sur les urgences, sur de la liaison psychiatrique. En tout cas, on a tous fait la formation intervenant de crise et c'est la MSA qui nous a formés et je crois que c'est la qui organise les formations. Nos psychiatres référents à la fois sur Vigilance ou sur d'autres services, le docteur Lafont, docteur Clénet, docteur Mature, sont font partie du coup des formateurs au niveau de la MSA. Mais je pense que c'est la MSA qu'il faut contacter parce que c'est eux qui organisent les formations. Oui, c'est possible. La MSA pour les dates, ouais. Oui. Après, pour ce qui est de juste pour compléter, pour ce qui est de l'organisation des différents types de formations, là, je m'adresse aux participants. L'IREPS vous a envoyé ou va vous envoyer un lien vers un numéro de la Santé en Action qu'on a coordonné l'année dernière et sur lequel il y a au moins 2 articles qui décrivent les formations. Donc, pour ce qui est de la présentation plus globale des différents types de formations, vous l'aurez dans l'article. Mais après, pour ce qui est vraiment du terrain, il vaut mieux vous adresser à la MSA. Voilà. Merci Sandrine. Alors juste pour finir, un dernier point sur la formation et après on va aller sur d'autres questions. Il y a cette question, est-il envisageable de former les équipes de services social et promotion de la santé en faveur des élèves à la prévention de la contagion sur les établissements scolaires ? Ça, je pense que ça sera le même type, ce sera aussi au niveau de la MSA, c'est ce même type de formation au niveau sentinelle. Donc, c'est le niveau sentinelle qui va répondre à ces besoins-là, je pense. D'accord. Pour le repérage. Pour le repérage. Après, pour ce qui est effectivement de la contagion suicidaire, c'est peut-être un tout petit peu différent quand oui, peut-être qu'il faudrait contacter, mais ça, je ferai passer à l'IREPS à ce moment-là le lien vers l'équipe qui s'occupe justement du travail sur ce qu'on appelle le programme Papageno, qui est donc l'inverse de l'effet Werther, qui est la dimension protectrice en fait de la médiatisation du suicide. Et ils ont un site qui est pas mal fait avec pas mal de contacts et d'informations. Donc, je ferai passer le lien à l'IREPS pour qu'elle vous le transmette. Je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand il y a un suicide dans un lieu scolaire, collège ou lycée, et je pense que c'est fait dans la majeure partie des cas, c'est de déclencher des CUMP. Et du coup, les cellules d'urgence médico-psychologique qui permettent de diffuser, qui permettent de discuter de l'information directement sur le lieu. Ouais. Merci. Une autre question sur en fait le statut professionnel des vigilanceurs. On a compris qu'a priori les vigilanceurs sont ou des psychologues ou des infirmiers. Donc est-ce qu'on peut confirmer cela dans un premier temps? Et est-ce que cela peut être aussi d'autres professionnels? Alors la question c'est ouvert aux professionnels du social par exemple. Alors, le dispositif vigilance, c'est un dispositif médical qui a été effectivement ouvert sur 2 types d'écoute, infirmiers et psychologues. Je pense pas que ça soit voué à s'ouvrir sur des vigilanceurs qui ne sont pas dans ce milieu-là médical, enfin, qui ne soient pas ni infirmiers ni psychologues.
En revanche, on travaille, nous, en lien étroit, que ce soit nous ou sur d'autres dispositifs vigilance avec l'assistante sociale du CHU, qui peut nous guider si on a besoin d'aide, parce qu'effectivement, des fois, au niveau social, on est un peu démunis, comme on est des fois entre le médical et le social. Mais je ne pense pas que pour l'instant, ça soit voué à s'ouvrir à ces types de professions-là. Après, tout est évolutif, donc je ne sais pas. Je peux pas. D'accord. Et plus largement, sur le lien avec les professionnels du social, je rebondis parce que c'est une question qui avait été posée dans la matinale qui a eu lieu hier. Qu'en est-il de ce partenariat? Je me permets. Alors, le lien avec les professionnels du social, c'est un lien qui va être souvent centré autour du patient inclus. Donc, en fait, on va avoir les professionnels, ce type de professionnel, nous, dans nos données, va vraiment apparaître au niveau des personnes ressources. Donc, des personnes à prévenir en cas d'inquiétude, etc. Donc, souvent, on va être en lien avec eux pour partager notre inquiétude. Eux peuvent nous appeler aussi s'ils ont des inquiétudes, mais généralement, c'est nous qui appelons en premier, parce que sinon, ils n'ont pas nos coordonnées. Donc, en fait, à partir du moment où on a lancé un appel, ensuite, il y a un travail en réseau qui se fait pour accompagner des patients qui sont hébergés dans des structures d'urgence, d'accueil d'urgence sociale, des patients qui vont bénéficier de leur travail. Donc, ça nous arrive de travailler avec des éducateurs quand le patient bénéficie de ce type de structure. Après, au niveau des questions, et ce que je disais hier, c'est que s'il y a une détection de risque suicidaire chez un bénéficiaire, mais qui n'est pas inclus dans vigilance, de toute façon, il faut absolument passer par la sphère médicale, c'est-à-dire envoyer vers les urgences. Et c'est au niveau des urgences psychiatriques qu'il y aura une décision d'inclusion ou non dans vigilance. Donc ça, c'est très important de passer par les centres d'urgence de toute façon, parce que nous, si les patients ne sont pas passés par les centres d'urgence, en fait, on est vraiment limité, comme je montrais par rapport sur l'info. Il va nous manquer trop d'infos pour pouvoir, nous, faire notre travail de vigilanceur correctement. Donc, on a vraiment besoin de ce passage par les urgences psychiatriques en amont. C'est très important. D'accord, merci beaucoup. Autre question, est-ce que le patient est informé lorsque le vigilanceur contacte les professionnels de santé qui le suivent en ville et son accord est-il demandé au préalable? C'est quelque chose qui généralement, il n'y a pas un cas de figure. Il n'y a jamais un cas de figure. Disons que dans la majorité des cas, oui, parce que déjà au niveau quand le fax est rempli au niveau des urgences, c'est le patient qui donne effectivement les données, c'est les professionnels qui le suivent, les personnes ressources, etc. Ce fax est rempli avec le patient et le patient est informé déjà à ce moment-là qu'il y a du lien du réseau qui est fait avec les généralistes. Je sais que je ne vais pas, moi, par exemple, dire systématiquement qu'il y a un compte-rendu. Des fois, j'oublie simplement qu'un courrier est fait aux professionnels de santé après chaque entretien. Quand je sens effectivement qu'il y a que c'est un peu compliqué à ce niveau-là, j'informe, je préviens, je vérifie que le patient est d'accord. Ensuite, effectivement, est-ce que le patient est informé chaque fois qu'il y a un compte-rendu envoyé à son médecin généraliste? Je ne pense pas. Donc, on est un peu dans le même cas de figure. Pour ce qui est des appels au niveau des inquiétudes, la plupart du temps, sauf si l'inquiétude est vraiment trop grande et qu'on se dit on ne va pas laisser le patient, si l'urgence est extrême évidemment et que le patient refuse, on va quand même déclencher des choses, on ne va pas le laisser comme ça, sans son accord dans ces moments-là. Après, si on n'est pas dans ces situations d'urgence extrême, généralement il y a une négociation effectivement qui est faite avec le patient. Mais pour la plupart du temps, ils sont souvent OK et souvent soulagés qu'on se mette en lien directement avec les professionnels de santé. Et généralement, il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais tout ça, c'est des choses qui se passent en entretien avec le patient, qui sont négociées, expliquées. Et c'est souvent très bien reçu. C'est quand même très rare qu'on ait des soucis à ce niveau-là. D'accord. Il y a aussi au niveau de l'accord du patient, au tout début, quand il lui est remis à la sortie de son geste suicidaire, quand on lui remet la carte ressources vigilance et que l'infirmier souvent remplit le fax, il est demandé au patient s'il est OK ou non pour rentrer dans le dispositif. Il y a des patients qui refusent de rentrer dans le dispositif vigilance. Oui.
Donc, il y a une information. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une information et le patient est informé et on lui demande s'il veut rentrer ou pas dans le dispositif vigilance. Alors, juste, pardon, je te laisse terminer. Oui, non, il y a cette demande-là, et puis il y a aussi des patients qui sont dans le dispositif et qui refusent d'être appelés et contactés, par exemple. Donc, mais c'est très rare. C'est vraiment des cas très isolés. La plupart du temps, c'est plutôt bien reçu et les patients sont assez positifs au niveau de la démarche de vigilance, quoi. Alors justement, il y a une question autour de ça. La question est la suivante. Comment alerter vigilance lorsque la personne refuse d'être orientée vers les urgences? Alors, c'est pas précisé, mais j'imagine que c'est dans un cas de tentative, de récidive suicidaire, parce qu'effectivement, voilà, sinon, vigilance n'est pas contactée. Mais donc voilà la question. Comment alerter vigilance lorsque la personne refuse d'être orientée vers les urgences? Là, le plus. On parle, je ne sais pas si on parle de patients inclus dans vigilance ou pas, si on parle de. Parce que, comme tout à l'heure, j'ai répondu un peu en disant il faut orienter vers les urgences s'ils ne sont pas inclus. Oui. Voilà. Donc, s'il faut. Là, dans ce cas-là, c'est voir effectivement. Si le patient n'est pas inclus, c'est voir avec les proches, voir avec le SAMU, voir avec les professionnels de santé. C'est vraiment tout un réseau à mettre en place. Et là, nous, vigilance, on peut guider, mais voilà, on va pas être. On va juste être dans du conseil. Après, si c'est un patient qui est inclus dans vigilance, effectivement, contacter vigilance au niveau du secrétariat ou au niveau directement de la veille du numéro gratuit pour pouvoir, pour que nous, on recontacte le patient, on essaye de négocier, de rentrer dans les négociations. Mais après, nous, ça reste une veille. Donc, le patient, on le contacte, il n'est pas obligé de répondre à nos appels non plus. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut, ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment un travail en réseau entre nous, notre expertise, notre capacité, notre habitude de négociation avec les patients, etc. Donc, effectivement, ça, c'est notre atout au niveau des patients. Mais comme on ne travaille qu'à distance et que par téléphone, on a absolument besoin des personnes et des professionnels qui sont sur le terrain ou des personnes ressources, parce que ça sera nos bras, nos jambes, les personnes qui vont être capables ensuite de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises ou qui ont été négociées avec le patient à un moment donné. Donc c'est l'un ne va pas sans l'autre en fait. On ne peut pas travailler sans l'entourage ou sans les professionnels autour du patient et eux, s'ils ont besoin de nous appeler, évidemment, il n'y a aucun souci. Ça nous arrive fréquemment de rappeler des patients suite à des conseils de médecins généralistes et si on n'arrive pas à voir le patient, on rappelle le médecin généraliste pour le conseil, on essaye de voir un peu ce qu'on peut faire. Mais voilà. Mais c'est nous contacter sur notre numéro vigilance ou si le numéro n'est pas donné directement, c'est appeler directement le secrétariat vigilance au niveau du CHU de Montpellier. Donc, regardez, appeler le CHU et puis dire voilà, j'aimerais être en contact avec vigilance. Et à ce niveau-là, au niveau du CHU, on transmettra les personnes ressources qui pourront vous guider aussi si c'est des patients qui ne sont pas inclus. Je pense que ça, c'est le plus simple. Alors, donc on est sur la question du partenariat. Une première question à ce sujet. Comment est assuré le lien hôpital-ville après la crise suicidaire ou alors le lien ville-hôpital avant la crise suicidaire? Ville, c'est-à-dire professionnels, j'imagine, libéraux. Médecins généralistes, professionnels libéraux, oui. Ouais, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est toujours un lien. Nous, après la veille, ça va être des liens qui vont être faits par des courriers systématiques après chaque contact avec le patient ou patient injoignable également. Ils reçoivent aussi des courriers si on n'arrive pas à les joindre. Donc, il y a vraiment de notre côté tout ce qui va être cette correspondance postale pour les professionnels de santé qui suivent le patient. Donc, le professionnel reçoit un courrier quand le patient est inclus dans le dispositif. Donc, il est informé de l'inclusion du patient et après chaque entretien, et il est informé quand la veille prend fin. Donc, il y a déjà ces courriers-là systématiques. Donc, le professionnel, généralement, quand il a un patient inclus, il a des coordonnées pour nous joindre. Il en a régulièrement des courriers qui l'informent. Du coup, ce qui lui permet, lui, dans l'autre sens, de nous contacter s'il y a une inquiétude, etc. Il faut vraiment se sentir libre, effectivement, de nous contacter parce que c'est dans le dialogue qu'on peut plus facilement aider le patient. Et ensuite, nous, on s'autorise aussi sans aucun problème à contacter les professionnels de santé dès qu'on a une inquiétude. Donc ça, c'est quand même très fréquent.
Donc, on appelle régulièrement les psychiatres, on laisse des messages aux médecins généralistes, on a des secrétaires qui nous expliquent si le patient est venu récemment, etc. Donc, ça, c'est vraiment ça fait complètement partie de notre travail. D'accord. Et autre question sur le lien partenarial. Est-ce que le dispositif Vigilance est en lien avec les conseils locaux de sécurité mentale lorsqu'ils existent? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que Barbara ou Sandrine... Ah, d'accord. Conseils locaux de santé mentale. Les CLSM, les conseils locaux de santé mentale. On est sur une base de travail de coordination des acteurs professionnels de la santé mentale à l'échelle d'un territoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, y a pas de, ça va dépendre. Enfin, il n'y a pas de coordination, d'articulation, à ma connaissance, hein, sur le plan national des dispositifs que je connaisse. Il n'y a pas d'articulation institutionnalisée ou prévue. Le lien, c'est comme Maïté l'expliquait, c'est-à-dire que en fait, le dispositif est très centré sur le patient. C'est du sur-mesure pour le patient, donc ça va dépendre en fait du patient, de son entourage de prise en charge. Mais à ma connaissance, et vous me direz si c'est le cas ou pas en Occitanie, mais à ma connaissance, Vigilance travaille vraiment en partenariat avec tous les acteurs professionnels qui sont autour du patient, hein, professionnels, associatifs, éducatifs. Hein. Quand je dis ça, c'est pas que du professionnel de soins. Hein. Ça peut être le secteur éducatif, le secteur associatif, quelques bailleurs sociaux, enfin que sais-je. Mais ces fonctions des besoins et ces fonctions de la réponse à apporter pour un patient, pour construire la réponse pour le patient, c'est pas un partenariat institutionnalisé de dispositif à dispositif. Le seul partenariat institutionnalisé entre le dispositif Vigilance, c'est avec les services d'urgence et les services hospitaliers qui vont inclure les patients. Je parle sous contrôle de Maïté et Barbara, mais non, c'est tout à fait ça. dans ce que je vois sur le France entière, c'est comme ça. Après, je sais pas ce que c'est le conseil local de santé mentale. La seule chose que je vois d'approchant, c'est quand on prend contact avec les établissements partenaires, notamment les établissements spécialisés, les CHS, on passe par la CME. Par exemple, on est passé par la CME de Marchand pour toucher un maximum de chefs de pôle et pouvoir rencontrer des psychiatres de l'établissement. Mais j'imagine que c'est très réducteur par rapport à un conseil local. Mais en tout cas, c'est... C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que Vigilance, là où c'est... parce que Vigilance, c'est là où c'est un dispositif très particulier. C'est à la fois particulier dans sa conception, dans le lien patient-soignant, puisque c'est actif et ça va vers le patient, ce qui est assez... voilà, c'est assez particulier. Et l'autre chose qu'il y a, c'est que c'est quand même un service hospitalier. C'est un dispositif qui est dans l'hôpital, qui est financé dans le cadre de l'hôpital, avec des personnels hospitaliers. À part un ou deux, les locaux sont à l'hôpital. Les autres sont dans des CMP, mais c'est vraiment une exception et c'est vraiment pour des raisons de contexte géographique. Hein, même si le CMP est rattaché à un hôpital, enfin bon, voilà. À ce moment-là, donc c'est quand même un service hospitalier. Et là où il a cette particularité, c'est que c'était la diapo avec toutes les bulles et toutes les flèches, etc. On voit bien que c'est un dispositif qui est complètement en lien, qui réseaute tout le temps, ce qui n'est pas forcément le cas d'un autre service hospitalier. Donc c'est là où je pense qu'il y a ça reste quand même un service hospitalier, c'est ça que je veux dire. Peut-être que ça limite un peu certaines choses ou ça crée un peu des frustrations, mais ça reste vraiment un service qui est rattaché à un hôpital et qui prend en charge des patients suite à un geste suicidaire qui a donné lieu à un passage dans un service d'urgence ou à l'hôpital. D'accord, merci. Et de fait, alors la question vient d'être posée et pour les cliniques privées, est-ce qu'il y a un partenariat possible ou pas? Du coup, j'en profite, je rebondis sur cette question. Ouais. Alors, au niveau des ouvertures de centres d'urgence, en fait, ça se fait petit à petit. Donc, c'est vrai qu'au niveau de, par exemple, d'Occitanie-Aix, les centres ouvrent les uns après les autres en fonction de nos possibilités, de la possibilité d'aller présenter Vigilance dans les centres, etc. Je sais que Vigilance avait été présentée, il me semble, en 2017 dans certaines cliniques autour de Montpellier, mais c'est toujours, comme disait Sandrine, c'est un dispositif hospitalier, donc ça dépend aussi de la disponibilité des médecins, à quel moment on peut y aller, etc.
Le lien avec les cliniques, en ce moment, il est fait notamment on a modifié un petit peu notre protocole, c'est-à-dire qu'avant, quand les patients étaient hospitalisés, bon, on les recontactait à une semaine. Aujourd'hui, on décide que dès le premier appel, quand dans le contexte de sortie, il y a noté qu'il est censé partir en clinique, on rappelle les cliniques pour savoir si c'est le cas. Donc là, ça fait à peu près 2-3 mois au niveau d'Occitanie-Est qu'on commence à beaucoup appeler les cliniques, de toute façon, parce qu'on a changé un petit peu notre manière de faire. Ce qui fait que les cliniques, on est un peu plus présenté aux cliniques. Après, au niveau de l'inclusion de patients, donc de patients à risque d'inclusion par les cliniques dans Vigilance, je sais qu'il y a eu des cliniques autour de Montpellier à qui on a proposé ça, mais qui n'ont pas tellement inclus, il me semble, de patients. Donc, c'était pas les plus gros. C'est plutôt après le geste qu'on va contacter les cliniques par rapport aux hospitalisations des patients, savoir quand est-ce qu'ils sortent, pour pouvoir nous les contacter vraiment. J'ai dit, ça fait leur sortie d'hospitalisation et voilà, c'est des appels qu'on essaye on reporte cet appel-là. S'il y a une hospitalisation de 3 mois après le geste, on va reporter à la sortie de clinique pour voir si effectivement le retour à domicile se passe bien. Merci. Alors, juste une précision, puisque voilà, ça a été mis sur le côté dans le chat. Je pense que tout le monde ne l'a pas forcément vu. Le contrat local de santé mentale, c'est la suite directe du PTSM, donc le projet de territoire en santé mentale, qui est validé par la Direction générale de l'ARS. Et c'est la déclinaison contractuelle des travaux réalisés pour le territoire, qui est plutôt porté par les élus locaux avec leur contrat local de santé. Voilà, c'était pour la précision. Merci à l'ARS de me l'avoir envoyé en privé. Une autre question sur le lien avec le patient. La question est la suivante. Qu'est-ce qui se dit concrètement dans une carte postale envoyée au patient? Et est-ce que les personnes ont la possibilité de répondre? Moi, j'ai envie d'ajouter comment choisissez-vous les cartes postales? Mais voilà, il faut y répondre ou pas. Du coup, qu'est-ce qui se dit concrètement dans une carte postale et est-ce que les patients ont la possibilité d'y répondre? Donc concrètement, dans une carte postale, ce qui est dit, c'est voilà, vous avez, tout dépend, ça va être cette petite carte pour vous rappeler que vous pouvez nous joindre si ça ne va pas. C'est des textes déjà préécrits qui sont derrière les cartes postales et le prénom du patient est écrit de manière manuscrite pour montrer que ça lui est vraiment destiné. Donc la secrétaire fait ce travail manuscrit d'écrire à chaque fois le prénom du patient derrière la carte postale. Puis ensuite, les petits textes en fonction, c'est j'espère que tout va toujours mieux ou j'espère que les choses se passent bien pour vous. C'est des petites phrases comme ça qui ont été sélectionnées, qu'on décide en équipe, évidemment. Au niveau des cartes postales, c'est des grands débats d'équipe aussi. Donc, c'est des sélections sur des images libres de droit, enfin des images au niveau du CHU qui nous sont mis, en tout cas sur Montpellier, qui nous sont mis à disposition et on réfléchit en équipe pour savoir quelle carte postale on choisit. Récemment, sur Occitanie-Est, on a fait une sélection de cartes postales pour les mineurs qui soient un peu différentes de celles pour les adultes, qui n'est pas encore mis en place, mais ça devrait être fait d'ici 2021. Donc et puis également au niveau du texte a été un peu modifié derrière, que ce soit un peu plus adapté à cette population-là. Voilà, ça c'était. Et donc évidemment, l'adresse de vigilance est notée au dos de la carte postale, donc on a des réponses. Les patients peuvent nous répondre, certains nous envoient des petites cartes pour nous donner de leurs nouvelles par ce biais-là, plutôt que par téléphone. On nous explique un petit peu où ils en sont. Voilà. Et je voulais vous en montrer, mais ça passe pas à l'écran, ça fait juste blanc, donc vous voyez pas le texte. Et je peux vous montrer des images. Nous, on n'en a que 4 pour l'instant parce que ça coûte cher à faire des lots de reprographie. On voulait un peu plus développer ça. Et surtout, on envisage de contacter l'école des beaux-arts en fait, pour que ça devienne un projet de fin d'année, si c'est quelque chose qui peut les intéresser, pour qu'on ait peut-être des choses plus faux-folles que ce qu'on a pour l'instant. Alors, si vous voulez avoir d'autres exemples, dans le fameux numéro dont j'ai déjà parlé, la santé en action, qui était consacré à la prévention du suicide et qui fait une belle part à Vigilance, toutes les illustrations sont des cartes postales qui viennent des différents dispositifs et qui ont bien voulu m'envoyer toutes leurs cartes postales. Et donc, voilà, toutes les illustrations, y compris la couverture du numéro, c'est une carte postale Vigilance. Voilà, donc vous avez des cartes postales Vigilance à toutes les pages, si vous voulez les voir. Mais après, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'appels de patients qui nous appellent pour nous remercier
pour les cartes postales. Nous, on n'a pas encore reçu de carte postale, mais bon, on est tout neuf, donc ça va peut-être arriver. Mais par contre, on a une patiente qui a appelé l'autre jour, c'est moi qui ai reçu l'appel, qui initialement me dit qu'elle appelle pour nous remercier, et en fait, c'était une demande d'aide. Mais ça a été en tout cas le début pour renouer, pour nous appeler, ça a été le début. Oui, la carte postale est vraiment un moyen qui fonctionne pour cette petite piqûre de rappel. Les personnes se sentent légitimes, du coup, parce qu'ils reçoivent la carte, de nous passer ce coup de fil. C'est la petite relance qui fait que, bon, allez, je vais voir. Donc, c'est vrai qu'on a souvent sur des appels qui, au départ, ressemblent à un remerciement pour la carte. On finit sur une évaluation de crise suicidaire. Bien, mais écoutez, je ne sais pas si Barbara, Maïté ou Sandrine, vous avez quelque chose à ajouter à cette discussion. Je vous remercie pour cette présentation. Je remercie aussi les participants qui y ont assisté. Évidemment, vous recevrez un message qui reprendra, donc vous retrouverez à nouveau, parce que vous les avez normalement déjà reçus, l'étude sur l'évaluation de process sur les 5 territoires. Effectivement, ce fameux numéro de la santé en action. Je verrai aussi avec Sandrine pour le lien sur la question de la formation au niveau des établissements scolaires et avec Papa Guénaud. Et puis, je voulais vous dire que dans le cadre de ce mail, vous recevrez également une évaluation sur la matinale. Et enfin, nous avons donc été enregistrés. Donc, cette matinale a été enregistrée. Un enregistrement sera disponible d'ici une semaine pour une durée de 1 mois et sera accessible sur le site du DRAPS. Donc voilà, vous pourrez revisionner, réécouter, ou aussi n'hésitez pas à le diffuser à vos partenaires qui pourraient être intéressés par le sujet. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre intervention, pour votre participation, et je vous souhaite de passer toutes et tous une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir.